Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'être là. C'est important qu'on parle de ce sujet-là. Et j'ai envie qu'on débute en déconstruisant peut-être une idée parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de mythes et stéréotypes quand on parle de violence conjugale en général, quand on parle de ce qui peut amener à un féminicide aussi. Et Claudine, j'ai envie qu'on parle ensemble d'abord de ce qui mène, le chemin qui mène jusqu'au féminicide. Plusieurs personnes, à tort, vont penser que c'est un acte impulsif, que c'est un homme qui voit rouge, par exemple, lors d'une dispute qui dégénère. Et c'est assez clair qu'on l'a vu dans différents épisodes du balado, que ce n'est pas nécessairement ça, très rarement ça. En fait, ce n'est pas un acte impulsif, mais c'est plutôt un acte prémédité, un acte qui est prévu. Mais c'est normal qu'on ait cette image-là de la violence conjugale plus globalement, mais aussi des féminicides. On nous la montre partout comme ça, dans les films, dans les séries. Un couple relativement qui va bien, puis là, tout d'un coup, il arrive quelque chose, la personne voit rouge, puis tout d'un coup, tue le partenaire ou la partenaire. Alors que dans la réalité, des féminicides, c'est l'aboutissement d'une dynamique de violence conjugale qui s'est souvent installée sur une longue période. Et c'est souvent au moment où le partenaire violent sent qu'il va perdre le pouvoir qu'il a sur sa partenaire, notamment quand elle veut se séparer, que là, les comportements vont escalader et souvent, ça va être, on voit vraiment la planification. Puis c'est ce que j'ai trouvé qui ressortait beaucoup des 4 épisodes, c'est que dans les 4 épisodes, la tentative de féminicide, ça se produit pas pendant une chicane, là, au moment où il voit rouge. Il y en a un où elle dort carrément dans la situation. On fait garder les enfants. On voit vraiment clairement là, qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour faciliter le passage à l'acte. Mais je pense qu'on peut écouter justement un extrait de Sabrina et on comprend comment ça s'est installé un petit peu. Fait que là, il mettait beaucoup de pression pour faire garder les enfants. C'est notre dernière soirée ensemble, on va pouvoir en profiter. Puis, fait garder les enfants. Je me suis réveillée soudainement parce que j'ai entendu rentrer dans la chambre. Puis, j'ai juste eu le temps d'ouvrir les yeux. Il était dans le cadrage de porte. J'ai remarqué son visage. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué en premier. Il y avait des yeux comme... J'ai eu l'impression qu'il avait les yeux noirs. Puis il s'est approché de moi. J'ai même pas eu le temps de réagir. Il s'est approché de moi, puis il m'a donné un premier coup de couteau dans le flanc. Je pense qu'à travers ça, il a lâché un... Si moi, je peux pas t'avoir, il y a personne qui va t'avoir. Mais c'est la seule affaire qui s'est vraiment dit. Donc là, on voit comment c'est planifié. Il s'organise d'avance déjà pour faire garder les enfants. Il y a déjà l'idée en tête. Il y a quelque chose qui est en construction, là. Tout à fait. C'est préparé. C'est délibéré. Et on voit aussi qu'il n'est pas en état de colère. Hein? Il est calme, là. Il la réveille, il a essayé de sang-froid. Il fait ces gestes-là. Il a pensé à comment faire. Et on voit vraiment à ce moment-là la préparation. Puis on le voit dans les autres aussi. Il y a un des épisodes où la victime, elle revient du travail. Ouais. Il l'invite à discuter dans le sous-sol. Calmement. Elle le dit, elle l'a spécifié même. Il était très calme, anormalement calme même. C'est ça. Donc, on voit que c'est pas du tout dans un moment où il est enflammé. C'est au contraire. C'est un moment où c'est planifié, puis c'est là qu'on voit vraiment que c'est une prise de contrôle sur l'autre ultime et non pas une perte de contrôle. Mais dans notre société, on peut juste penser à il y a quelques années, quand on parlait des féminicides, on appelait ça des drames passionnels. C'est quoi l'image qu'on a d'un drame passionnel? C'est quelqu'un qui s'enflamme tout d'un coup dans une grande colère et qui pose un geste qu'il n'aurait jamais posé s'il avait été calme, alors que c'est le contraire. La violence conjugale, puis même la violence conjugale en général, on a souvent cette idée à tort de quelqu'un qui utilise des comportements violents dans un moment de colère, alors que... certainement qu'il peut y en avoir des gestes de comportement violents dans les moments de colère, mais la majorité des comportements qui visent à contrôler l'autre ont lieu dans des moments où c'est pas dans un moment de colère. C'est fait de façon calme, délibérée, planifiée, de la même façon que les gestes qu'on a dans le balado. J'ai le goût de vous entendre là-dessus, mesdames. Vous aussi, c'est quelque chose que vous constatez, que c'est une idée qui est assez marquée chez plusieurs personnes, que ça se passe comme ça? Absolument. Nous, c'est ce qu'on voit dans les dossiers aussi. Hein? Donc, c'est souvent, d'abord, c'est prémédité, ces actes-là. Et ensuite, ce qu'on voit même, c'est que parfois, les auteurs de violence vont en avoir parlé au préalable, vont l'avoir mentionné même à des proches, vont l'avoir dit à la victime. Donc, je me souviens d'un extrait où on parle de lame de couteau dans la gorge. Ou, je veux dire, ils vont l'avoir verbalisé avant leur désir de tuer la conjointe, que ce soit la conjointe elle-même ou aux proches. Ils vont l'avoir dit. Puis, est-ce que des fois, ce n'est pas pris au sérieux par les gens qui vont entendre ces menaces-là?
Je pense qu'on peut jamais s'attendre à ce que quelqu'un qui est censé nous aimer à ce point-là ou quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, peut aller jusque-là. C'est très difficile de se dire « il va me faire du mal » ou « il va faire du mal à sa conjointe ». Je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Karine? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est quelque chose qui est prévisible parce que ça suit tout un processus et que c'est planifié. Donc, tous ceux qui vont nous dire « Ah, c'est imprévisible, on ne pouvait pas voir venir, on n'a jamais pensé que ça pouvait arriver », au contraire, tu as plein d'indices tout au long des histoires qui peut mener à ça. Et ça, je trouve ça important. Puis ce que ça veut dire, prévisible, c'est un pouvoir d'agir aussi dans ces situations-là pour aider les personnes. Parce que quand on fait la couverture, justement, de ces féminicides-là, qu'on parle à différents voisins, à différents membres de la famille, c'est souvent ce qui ressort. Mais est-ce que peut-être c'est parce que les gens ne sont pas clairement au courant de ces étapes-là et ne voient peut-être pas venir les gestes aussi parce qu'ils ne sont pas clairs dans la tête de tout le monde? Là? Exactement. C'est important de dire que c'est pas toutes les femmes. Puis ça, c'est un autre mythe et stéréotype bien implanté. Là. C'est pas toutes les femmes qui vont vivre de la violence physique avant qu'on se rende jusqu'à leur meurtre. Il y a une étude britannique qui dit que 92 % des féminicides auraient été précédés par du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, on en entend de plus en plus parler. Mais encore aujourd'hui, c'est pas clair dans l'esprit de tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi. Puis je pense que c'est important de mieux le comprendre pour pouvoir mieux le prévenir. Amélie, j'ai le goût que tu nous expliques un petit peu ce que c'est le contrôle coercitif. Mais d'abord, le contrôle coercitif, c'est la violence conjugale. Okay? C'est la même chose. On parle des mêmes comportements. Ce que le contrôle coercitif vient dire, par contre, c'est que la violence conjugale, oui, il y a des formes de violence, donc sexuelle, psychologique, verbale, etc., financière. Par contre, il y a aussi une panoplie de règles qui sont imposées par un auteur de violence. Il y a de la privation de droits et de ressources. Donc, c'est vraiment d'arrêter de voir la violence conjugale comme un acte isolé dans le temps. C'est de le voir comme une panoplie de stratégies violentes qui peuvent être criminelles et qui peuvent être non criminelles. Finalement, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être du harcèlement criminel, mais ça peut être aussi de la manipulation, du dénigrement, de la dévalorisation. Donc, c'est tous ces gestes-là pris dans leur globalité qui constituent finalement du contrôle coercitif où vraiment la victime va perdre son autonomie, perdre sa liberté, perdre son pouvoir d'être maître de sa vie, de prendre des décisions. Il y a une image très forte que j'ai entendue, que les femmes se retrouvent à vivre comme dans des cages invisibles, sont privées de leur liberté. C'est un sentiment qui est partagé par plusieurs parce que, justement, on les contrôle presque à tous les niveaux. Là. Absolument. Quand je parlais de règles, il y a des règles qui vont être explicites. Tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, mais il y a des règles aussi qui vont être implicites, en ce sens où la victime sait très bien qu'elle ne peut pas faire certaines choses puisqu'il va y avoir des représailles. Donc, elle va anticiper les demandes, elle va essayer de naviguer dans cette situation-là pour éviter ces conséquences-là constamment. On va donner un exemple. Il y a Anita, entre autres, tu as identifié un extrait où c'est assez clair le contrôle coercitif. Dans le cas d'Anita, on peut écouter. On était assis au salon chez sa cousine et moi, j'ai donné mon opinion. C'était pas un point de vue qui allait à l'encontre de ce que lui disait. J'ai eu droit à un regard dédaigneux, sans savoir que ça allait tourner au drame. Il m'a dit « Comment est-ce que tu peux te permettre de me parler comme ça? Plus jamais tu me parleras comme ça. Parce que là, tu me manques du respect. Parce que ça, c'est un mot qui viendra et qui reviendra souvent, souvent. Tu me manques du respect. Je veux pas que tu me manques du respect. » Des fois sur des choses qui n'avaient pas de sens, en fait. Et de là, directement, il m'a pris par la gorge. Il m'a carrément pogné contre le mur. Et je me suis dit, waouh, il ne tient même pas compte du fait que je suis enceinte. Donc, ne pas exprimer d'opinion, c'est ça un peu que son mari lui dit. Puis Anita, ça a duré pendant 15 ans. Elle a été mariée pendant 15 ans à cet homme-là. Et assez rapidement, ça s'installe. Puis j'ai envie que, honnêtement, je pense que ça peut résonner chez plusieurs personnes si on donne des exemples concrets. Parce que c'est une espèce de concept. C'est nouveau pour certaines personnes, même si de plus en plus ça prend sa place. On utilise le terme contrôle coercitif. Mais j'ai envie que vous me donniez des exemples un petit peu dans des situations que vous avez déjà vues ou entendues, du concret, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Bien, la violence puis le contrôle coercitif, ça peut vraiment se manifester dans toutes sortes de petits détails de la vie quotidienne. D'ailleurs, on a bâti un outil à SOS justement pour aider les gens à identifier est-ce que je suis libre de prendre les décisions qui me regardent. Par exemple, je rencontre quelqu'un par hasard à l'épicerie, une amie d'enfance. Elle m'invite à aller prendre un café. Cette journée-là, mon partenaire y est déjà parti avec des amis dans sa propre activité. Quand il y a du contrôle coercitif dans une relation,
la victime, elle se sentira pas libre nécessairement d'y aller. Ça se peut qu'elle y aille quand même, mais elle va avoir une attente, un ressenti, elle va avoir peur de la réaction du partenaire. Parce que dans les situations où il y a du contrôle coercitif, fort probablement qu'elle sait qu'il va désapprouver son choix d'être allé prendre un café. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'elle va carrément pas y aller pour pas avoir à vivre ce très grand malaise-là. Donc, le contrôle coercitif, c'est d'installer des malaises constamment autour de la victime, ce qui fait en sorte qu'elle va limiter elle-même de plus en plus sa liberté pour éviter ces malaises-là. J'ai envie que tu me parles de cet exemple du ballon dont tu m'avais parlé, puis je trouve que ça résonne vraiment avec ce que Claudine dit. Amélie, explique-moi un peu, pour bien résumer, je trouve que c'est très imagé de comment ces femmes-là finissent par se sentir. Vivre dans une situation de violence conjugale, c'est vivre dans un état d'hypervigilance constante. C'est un petit peu comme si elles étaient en zone de guerre. Hein? Donc, il y a énormément de conséquences. L'exemple, en fait, c'est une stratégie d'impact où on assoit des participants en rond. Et le formateur, il y a un ballon, hein? Un ballon qui menace d'exploser à chaque fois qu'on passe derrière les participants. On dit aux participants, fermez vos yeux et je vais faire exploser ce ballon-là à un moment donné. Et donc, la personne, le formateur, va jouer avec le ballon, faire des bruits. Bouger. Donc, tout le monde qui est sur un état de stress très, très intense en se disant, ça va exploser. Et finalement, le ballon, il n'explose jamais. Et là, il dit aux gens, ouvrez vos yeux. Et là, les gens, évidemment, il était en état d'hypervigilance. Il dit, c'est ça, être une victime de violence conjugale. L'auteur de violence n'a pas nécessairement besoin de faire exploser le ballon. Juste la menace est suffisante à créer un état de tension puis de peur constante. C'est fou comme c'est imagé, hein, quand même. On peut tout ressentir juste quand tu expliques ça. On est tout en mesure. Est-ce que, Karine, toi, il y a des éléments, il y a des exemples de contrôle coercitif que tu as envie de nous partager? Bien, en fait, un peu dans l'exemple de la menace utilisée, on l'entend bien dans les propos de Maryse, entre autres, dans le balado, qui explique comment, peu à peu, elle est privée de son sentiment de sécurité. Donc, de te sentir en sécurité parce qu'il y a une allusion d'empoisonner la souris puis que ça serait une belle façon de tuer quelqu'un. Donc, ça l'insinue chez la victime que c'est dans les champs du possible. Donc, tranquillement, c'est quelque chose qui fait partie, qui la prive peu à peu et qui fait qu'elle va écouter, qu'elle va faire ce qui est attendu d'elle. Ça installe quelque chose. C'est assez insidieux puis quand même. Il y a un climat de peur, puis elle le nomme vraiment très, très bien. Oui. J'ai envie aussi... est-ce que tu voulais me donner un exemple, Amélie? En fait, j'ai envie d'ajouter les enfants. On parle beaucoup des personnes victimes directement, mais les enfants peuvent être sont des co-victimes de ce contrôle coercitif-là qui est vécu par les femmes et vont être un peu engagés ou un peu investis par l'auteur de violence pour épier l'ex-conjointe, par exemple, pour participer de façon déviée à ce contrôle-là que lui instaure dans cette relation-là ou ex-relation-là. Puis on sait que les enfants, c'est un point sensible, donc c'est sûr que... Oui, puis les enfants peuvent eux-mêmes être victimes des menaces. Donc, pour contrôler quelqu'un, tu peux la menacer, elle, mais c'est encore plus efficace si tu menaces ses enfants. Puis les menaces sont souvent très voilées. Et une des choses que les victimes vont beaucoup nous rapporter quand ils sont en questionnement face à leur relation, c'est « Oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? » Puis la garde partagée dans un contexte où il y a de la violence conjugale, c'est souvent extrêmement difficilement envisageable pour une victime. Alors, c'est très complexe. Puis oui, les enfants, il faut en tenir compte absolument. On a parlé de contrôle coercitif. C'est quand même encourageant parce que là, on avance. Il y a le projet de loi C-332 qui passe d'une étape à une autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, Amélie? Le projet de loi C-332, donc, qui vient criminaliser les comportements de contrôle coercitif, est plutôt encourageant pour le système judiciaire, mais pour les victimes, hein, parce que ça reflète beaucoup plus leur réalité. Les victimes ne vivent pas un voie de fait à un moment donné dans leur vie. Elles vivent une panoplie de violences et tantôt, tu le mentionnais très bien, en fait, elles se sentent prises au piège. Et en ce moment, le Code criminel ne reflète pas cette réalité-là qu'elles vivent. Et même au niveau policier, hein, donc il y a énormément de situations où les victimes, on le sait qu'elle est victime, on le sait qu'elle est possiblement en danger et on n'a absolument aucune mesure légale pour procéder à une arrestation, par exemple. Et donc, ça nous limite dans la protection de ces victimes-là. Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet de loi-là? Concrètement, comment ça peut s'appliquer? Parce que il y a beaucoup de questions qui nous viennent en tête. On le dit, comment c'est sournois parfois. Ça peut être difficile à identifier. Donc, il y a ce défi-là aussi.
Absolument. Dans le projet de loi, il va y avoir des exemples. Donc, comment il est libellé en ce moment, il va y avoir des exemples de comportements, mais ne s'y limite pas à ces exemples-là. Et donc, on entend beaucoup que ça va être peut-être plus difficile de le mettre en application. Par contre, c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, on vient vraiment démontrer un schéma de comportement et c'est beaucoup plus facile de voir la violence conjugale et le danger pour les personnes lorsqu'on a des lois comme ça. Oui, c'est sûr qu'au moins, c'est une action concrète vers quelque chose. Des fois, on cherche des solutions, puis là, on a l'impression que au niveau de la justice, par exemple, ça ne suit pas, mais là, il y a quand même un pas qui est fait, justement. Absolument. Karine, il y a des gestes, des comportements à surveiller qui peuvent être en quelque sorte des signes précurseurs. On en parlait tantôt quand on disait que des fois, des gens disent qu'ils n'ont rien vu venir, mais pourtant, il y a des signes auxquels il faut porter attention. Puis j'ai le goût que tu développes un petit peu plus là-dessus. Bien, on parlait de la prévisibilité de l'homicide conjugal. Puis une des choses, c'est le contexte de séparation. Mais plus loin que ça, c'est la non-acceptation de cette séparation. Puis la présence de violence conjugale dans la relation, donc de contrôle coercitif qui est présent au sein de cette relation-là. Puis, dans la non-acceptation de la séparation, on va avoir des manifestations chez l'auteur de violence pour reprendre l'emprise, faire revenir la victime. Donc, à chaque pause, des fois, c'est des breaks. On a une situation où on avait un break, puis des fois, c'est des ruptures plus définitives, mais il va y avoir des tentatives. Donc, dans ces tentatives-là, ça peut être d'harceler la victime, de la suivre, de l'épier, d'y envoyer une vidéo de sa chanson préférée sur un média social, d'instrumentaliser les réseaux. On voit plein de comportements qui montrent l'obsession de l'auteur de violence pour être capable de récupérer l'emprise, de récupérer la présence de la victime. Donc ça, c'est une étape qui est très forte et souvent, il va y avoir des retours dans la relation, des espoirs que ça reprenne. Donc, on voit ce cycle-là qui peut se produire de façon fréquente. Et si les premières tentatives ne fonctionnent pas, bien souvent, on va avoir une hausse dans une même dynamique de violence. Donc, on pourrait avoir un contrôle social qui va s'affiner de plus en plus, par exemple. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut voir. Il y a la jalousie. J'ai le goût de parler de la jalousie parce que dans tous les épisodes, pratiquement, on voit que Sabrina l'exprime très clairement. D'ailleurs, elle dit « c'était pas quelqu'un de jaloux », puis là, il était rendu jaloux. Et je trouve que dans l'épisode de Gabriel aussi, où on voit que là, c'est un élément déclencheur, où, clairement, il y a cet élément-là qui est très, très, très présent. On peut écouter un extrait, justement. Pendant que je lui envoie des messages vocaux, il y a un monsieur, il y a un véhicule au stop. C'est que là, je dis, oui, allez-y, passez, monsieur, merci. Tu sais, par courtoisie, je parle. Fait que là, il dit, c'est ça, t'as embarqué quelqu'un dans ton char? Fait que là, lui, il est sûr qu'il y a quelqu'un dans mon auto, que je viens pas le chercher parce que je suis avec un homme. C'est ce qu'on a su par la suite, que ça a été vraiment l'élément déclencheur, je pense, pour lui, qui l'a fait tilter. On voit dans ce qu'elle dit toute la jalousie, notamment sexuelle, mais la possessivité aussi, puis dans la perspective de l'auteur de violence, l'arrivée d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle fréquentation. Et c'est ça qui a fait tilter. Donc, c'est vraiment la perte d'emprise à ce moment-là qui a accentué la dynamique. Puis on voit là, qu'après, il est insistant et tout ça. Donc, c'est une des choses. Puis la possessivité, pour certaines, c'est dans la jalousie sexuelle, mais on voyait aussi dans la légitimité de « c'est ma femme ». Tu sais, quand on pense à Anita, c'est ma femme, le divorce n'est pas possible. Donc, on est dans une légitimité, dans une possessivité, et il n'y a pas rien d'autre de possible que la famille. Donc, elle a détruit la famille, par exemple. Et ça, c'est aussi la même possessivité, mais qui s'exprime culturellement. Dans le cas de Maryse aussi, je trouve qu'il y a un élément qui est très frappant. Quand elle m'a raconté son histoire, c'est une des choses qui m'a donné vraiment des frissons dans le dos. Je pense qu'on peut écouter un extrait, puis je veux t'entendre là-dessus après. Il avait caché des photos de lui dans mon portefeuille, dans mon coffre à gants, dans mes vêtements. Et au verso, il avait écrit « Je te suis partout ». Alors, c'est vraiment comme un film d'horreur. Là, le film d'horreur a commencé parce que quand j'ai ouvert mon porte-monnaie pour payer mon essence et que sa photo a tombé sur le comptoir, là, je me suis mis à avoir peur, la terreur.
La terreur, c'est ça qui est installé. Puis c'est des pensées clairement obsessives. Il y a ça beaucoup, là. Vraiment. Puis il y a une démonstration de l'emprise du conjoint qui montre qu'il est présent. Donc, on est séparés, mais je suis encore là, je suis présent, je vois ce que tu fais. Tu dois penser continuellement à moi. Fait qu'il y a vraiment cette instauration de peur, de terreur. Puis la peur de la victime est aussi un élément excessivement important à tenir en compte. Donc, on entend les propos des victimes qui ont peur pour elles. Donc, d'entendre les victimes, c'est très, très important au niveau de la crainte intuitive qu'elles ont aussi. Puis, dans les propos obsessifs, on voit vraiment, là, j'avais une situation où le monsieur allait mener une canette de Pepsi sur le balcon à tous les matins. Donc, il n'est pas présent. Il fait juste déposer la canette de Pepsi, mais la femme le sait, elle, que c'est la même canette qu'il déposait quand ils étaient ensemble, dans laquelle il botchait ses cigarettes. Donc, c'est « je suis présent, ne refais pas ta vie, je suis en train de te surveiller ». Donc, elle disait « mais je peux rien faire avec ça. Si je dis à la police que j'ai une canette, j'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Donc, il manquait d'éléments pour elle. Donc, on a dit contrôle coercitif, non-acceptation de la rupture, des pensées obsessives, une jalousie, un sentiment de perte de contrôle. J'ai envie qu'on parle aussi d'un certain type de violence physique parce qu'il y a une statistique qui m'a vraiment ébranlée à propos de la strangulation. S'il y a un geste de strangulation, à un moment donné, dans la violence physique au sein de la violence conjugale. Puis, c'est important parce que l'étranglement, la strangulation, c'est 7,5 fois plus lié à l'homicide conjugal que les autres formes de violence physique. Et ce que ça montre, c'est vraiment la possession de la personne et j'ai ta vie sous mes doigts. Donc, si il y a un geste de strangulation, il y a 7 fois et demi plus de chances que la prochaine fois, ce soit un meurtre, c'est ça? Exactement. Et c'est vraiment une des choses qu'on voit, et c'est à tout moment dans la relation. Donc, ça peut arriver au début de la relation et tout le reste de la relation, il n'y a pas eu de geste de violence parce que ça, c'était là. Et les victimes vont dire, je sais ce dont il est capable, je sais jusqu'où il peut aller. Donc, lui, il l'a présenté comme un geste isolé, mais il a instauré un climat qui fait que, par exemple, la victime aurait pu se subordonner pendant de nombreuses années. Et lui, il n'a pas eu besoin de réutiliser la violence physique. Donc, on peut l'avoir avant les événements homicides, mais ça peut être bien avant dans la relation aussi. J'ai le goût de vous entendre, Claudine, Amélie, sur des signes précurseurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête dans les espèces de chemins qui mènent jusqu'à un féminicide, par exemple, que vous avez constaté? Nous, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup des idées obsessives envers la personne victime. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, à qui elle parle, qui elle voit, est-ce qu'elle a un nouveau conjoint, encore là, passer par les enfants pour avoir de l'information sur sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Puis il ne faut pas oublier le harcèlement aussi, la traque, là. Suivre la personne, trouver... Aller voir où elle est, mettre des caméras dans sa maison. Si on prend chaque geste de violence conjugale un par un, ça peut nous sembler un peu banal. Ça peut nous sembler pas si grave que ça. Mais c'est l'accumulation de tous ces gestes-là qui crée la dynamique. Et je pense que, tu sais, tout à l'heure, vous donniez l'exemple des fois, il y a un geste violent qui peut faire en sorte d'installer une dynamique qui va durer très longtemps. Il y a des victimes qui vont dire, bien, il m'a déjà frappé, mais ça fait 4-5 ans. Donc, c'est mieux maintenant. Mais en fait, c'est pas nécessairement que c'est mieux maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'utiliser à nouveau des formes de violence aussi manifestes parce que la victime s'est cantonnée, elle a appris à respecter justement les règles que Amélie décrivait, les règles implicites, les règles explicites. Et donc, à ce moment-là, ça semble aller mieux, mais ça va pas vraiment mieux parce que la victime n'est pas libre d'exercer son pouvoir sur sa vie qu'elle devrait pouvoir exercer. Et des fois, même, on va voir des situations où un partenaire a peut-être consulté dans un groupe ou des choses comme ça, puis la victime va avoir l'impression que ça va mieux, mais la violence va avoir changé. Il n'y a plus de violence physique, mais il y a plus de violence psychologique, puis à la limite, il y a comme une espèce de « ben tu m'en dois une, gars, moi j'ai changé. Là, maintenant, toi aussi, tu dois changer pour que ça se passe bien, notre relation. » Et donc, à la limite, l'emprise peut être encore plus grande. Et c'est important d'en parler. Puis la violence psychologique, on le voit dans différents épisodes aussi. Je me rappelle de Sabrina qui est pas trop capable d'énumérer au début. Elle dit, pour moi, il me frappait pas, donc c'était pas de la violence conjugale. Mais il y a plusieurs éléments comme ça qui s'ajoutent au fil du temps aussi, puis au fil des années de la relation même des fois, là. Puis on voit aussi dans une des situations la menace de suicide de l'auteur de violence.
Donc, quelqu'un qui ne va pas bien, qui menace de se suicider, ce qu'on oublie souvent, c'est le lien entre le suicide puis l'homicide. Donc, quelqu'un qui a des idéations suicidaires, quelqu'un qui ne va pas bien, est-ce qu'il y a un plan homicide derrière? Est-ce qu'on l'a questionné, ce plan-là? Est-ce qu'il est entouré? Donc, ça aussi, ça fait partie des différents éléments qu'on va retrouver en évaluation du risque pour dire, bien, est-ce que j'ai cet élément-là qui est présent? Un des éléments assez importants qui ressort bien dans le balado aussi, c'est que les féminicides, les tentatives de féminicide se passent pratiquement toujours en contexte de séparation imminente ou de remise en question de la relation. On en a parlé un peu tantôt, mais Claudine, c'est quelque chose qui est très, très marqué quand même. Non, tout à fait. Le moment de la rupture, c'est un moment qui est particulièrement sensible, particulièrement dangereux aussi. Et on voit que les victimes, elles le sentent, ce danger-là. On est dans une société où on veut souvent des réponses rapides aux problèmes. Hein? Quand on est le proche d'une victime puis que la personne se confie à nous, souvent, le premier conseil qui va venir en tête, c'est « ben là, il faut que tu le laisses, il faut que tu partes de là, il faut que tu quittes, viens vivre chez nous, je vais t'aider, il faut que tu le laisses. » Puis la victime, quand elle est réticente face à ce conseil-là, c'est souvent mal reçu ou mal compris par les proches. Mais en fait, comme le moment de la rupture, c'est un moment qui est particulièrement dangereux, et avec beaucoup, beaucoup d'enjeux, hein, notamment la garde des enfants, la réorganisation. On est en pénurie de logements en ce moment. C'est une des grandes, grandes considérations auxquelles font face les victimes. Si je pars, je vais où? Oui, il y a des maisons d'hébergement. Elles sont en nombre insuffisant et c'est un certain temps. Donc, après, je vais aller où? Je ne serai pas capable de payer un logement dans le contexte actuel avec le salaire que j'ai. Des fois, même, elles sont en arrêt de travail parce qu'elles ont des répercussions de la violence ou des blessures ou des blessures psychologiques. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux autour du moment de la rupture et on l'entend bien dans le balado. Là, il y a un des épisodes où la victime a dit « J'espérais qu'il me laisse. » Parce que si lui décide de me laisser, ben, je me sentirais plus en sécurité. C'est plus facile. Exactement. Et elles sont nombreuses, les victimes de violences conjugales, à espérer être laissées. Mais souvent, quand elles vont penser à une rupture, nous, ce qu'on va conseiller, c'est ça vaut vraiment la peine de préparer une rupture dans un contexte de violence conjugale. C'est ça que j'allais dire. Quand tu m'as dit ça, on peut préparer une séparation. On dirait que je ne m'étais jamais vraiment penchée là-dessus, mais c'est un élément important. Comment on peut préparer sa séparation? C'est un peu comme si on imaginait devoir passer à travers une forêt très touffue avec des ronces puis des épines. Puis ça vaut la peine d'essayer de voir, y a-tu un bon chemin? Un chemin où il y a moins d'épines? On peut-tu commencer à couper des branches pour commencer à préparer le terrain? T'sais, nous, on imagine souvent la relation conjugale comme une espèce de grande roue infernale où, quand on est dans une grande roue, c'est pas tout le temps de débarquer. Si je me rends compte de la violence conjugale, mais que la grande roue est en haut ou qu'elle tourne rapidement, si je débarque, je peux être plus en danger que si je reste. Donc, en fait, c'est vraiment de préparer, d'essayer d'observer la situation d'abord, avoir une intervenante avec soi pour faire le tour de sa situation. À quoi je suis confrontée? C'est quoi justement les risques peut-être de signes qu'il y a un risque d'homicide ou de féminicide? À ce moment-là, est-ce que je veux porter plainte? Ouvrir la porte? On ne va jamais pousser une victime à quelque chose, mais ça vaut la peine des fois de savoir qu'elle peut porter plainte. Il y a beaucoup de victimes qui ne savent pas qu'elles peuvent porter plainte avec ce qu'elles ont dans leur bagage. Aussi d'ouvrir des portes sur tout ce qui existe au niveau des conseils juridiques. Savoir exactement pour prendre des décisions qui sont éclairées par de la bonne information. Savoir aussi avoir un plan de où je vais aller, comment ça va se passer, comment on fait avec les enfants, comment je vais annoncer cette rupture-là. Est-ce que c'est à distance, par exemple, en quittant, en laissant une lettre, par exemple, ou en quittant, puis seulement après, avec l'apport d'un avocat peut-être, de faire une signification. Donc, de mettre en place des éléments, faire des scénarios de protection aussi. Et même si c'est une rupture, là, c'est un projet à moyen terme. Et on imagine souvent une rupture comme, il y a le moment de la rupture. Mardi matin, c'est la rupture. Puis mercredi, c'est fini. C'est pas ça. La rupture, ça se prépare longtemps avant. Et se défaire de l'emprise de la violence conjugale, ça continue aussi un certain temps après. Donc, c'est important d'être accompagné le mieux possible à travers tout ça. J'ai le goût qu'on écoute un extrait d'Anita où c'est assez clair que pour elle, c'est pas faisable de se séparer, que l'homme acceptera jamais, en fait, la séparation. Et pour remettre en contexte, Anita est allée demander de l'aide dans une maison d'hébergement et à un moment donné retourne pour aider un de ses enfants. Et là, on lui dit un message et là, elle comprend que c'est pas faisable, en fait. On peut écouter. Les intervenantes m'ont dit, tu sais, c'est pas parce que tu
tu regagnes le foyer, que tu peux pas entamer les démarches pour un divorce. Ça, tu peux toujours le faire. Mais j'étais réticente avec ça. Parce que je me disais, oui, mais j'ai en face de quelqu'un qui m'empêche qu'on se sépare. Parce qu'il était vraiment catégorique avec ça. Pour lui, non, il n'y a pas de séparation. On doit s'entendre, on va arranger les choses, ça ira mieux, ça va aller. Est-ce que ça va mieux quand vous y retournez? Non. Il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles se retrouvent vraiment devant un mur, que c'est carrément pas faisable. Tout à fait. Et puis, tu sais, les victimes, souvent, elles vont sentir un risque. Elles vont se sentir mal à l'idée d'une rupture. Mais ça peut être difficile de mettre des mots là-dessus. De quoi j'ai peur? Des fois, c'est dur à dire, mais c'est des peurs qui sont réalistes dans le contexte. Et on peut parler du risque, évidemment, de violence plus grave, risque de qui peut aller jusqu'au risque de féminicide, mais aussi le risque de violence post-séparation. Parce que on a souvent l'idée un peu, tu sais, quand on propose à quelqu'un, tu devrais partir, il y a de la violence conjugale, c'est parce qu'on a comme l'idée qu'il n'y en aura pas si elle part, il n'y en aura plus. Alors que c'est souvent pas le cas. La violence, elle peut d'abord s'amplifier au moment de la rupture et dans les mois qui suivent. Et ça peut se maintenir, ça, ce danger-là. Ça peut passer. Les enfants peuvent être plus en danger après une rupture qu'ils l'ont été avant. La victime peut aussi voir le fait de ne plus être présente au moment où le partenaire a la garde des enfants pour assurer la protection des enfants comme un risque qu'elles ne sont pas prêtes à prendre. Et comme intervenante ou comme proche, on doit respecter ça parce que quand une victime sent un danger, bien, elle a de bonnes raisons de le sentir, même si elle n'est pas capable de nous l'expliquer. La violence conjugale post-séparation aussi, plusieurs des femmes vont dire que c'est très difficile qu'il y ait une action, que ça change parce que ça perdure. Elles ont l'impression qu'il y a peut-être moins d'actions, justement, qui peuvent être prises contre les hommes quand c'est post-séparation parce que, encore une fois, c'est des gestes, des agissements qui sont très, très sournois, par exemple. Tout à fait. C'est très difficile. Hein? Puis je crois que chez les proches, on a cet espoir, mais même chez les intervenants, on a cet espoir que lorsque le conjoint sera plus là, ou en tout cas plus là de façon très près, ça va se terminer. Et ce que Claudine dit, c'est très vrai. C'est ce qu'on voit, c'est que les types de violences vont se diversifier. Les enfants vont être évidemment très impliqués dans tout ça, vont être impactés par ça. Mais c'est très difficile pour les victimes de se dire mais combien de temps ça va durer? J'en peux plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'issue. C'est très difficile. C'est quelque chose qui revient souvent. Oui. Puis quand on parle de la sécurité des enfants, ce qu'il faut penser, c'est si j'analyse la sécurité de leur mère, ça me permet aussi de dire leur sécurité. Donc, la mère qui a peur pour elle, bien, il y a aussi, même si c'est un bon père, même si c'est bien occupé des enfants, même si reste qu'il peut avoir des risques pour les enfants et que c'est vraiment en analysant la sécurité de la victime qu'on est capable de les dire, ces risques-là. Donc vraiment, j'aime beaucoup accorder de l'importance à toute la peur qu'elle a, la compréhension qu'elle a de sa dynamique de couple. Puis, des fois, ça arrive là, qu'elles se sont séparées 1-2 jours, qu'elles sont parties ailleurs, et elles ont vu les comportements de l'auteur de violence, puis elles finissent par dire, bien, c'est plus sécuritaire d'être avec lui, d'être le bouclier pour mes enfants, de protéger mon milieu que de quitter ce milieu-là. Donc, souvent, puis on parlait de la cage qui s'est tissée, qui s'est mise autour de la relation, mais c'est ça qui est là aussi. Donc, quitter, ça a plusieurs coûts qui sont là. Qui sont réels, oui. Puis ce qu'on voit aussi, on a réalisé avec le temps que la rupture évolutive, c'est-à-dire le fait qu'il y a de nombreuses victimes de violences qui vont faire des allers-retours vers le partenaire et quitter, revenir, partir peut-être quelques jours chez sa mère, revenir, peut-être aller à la maison d'hébergement quelques jours, revenir. On a réalisé que c'était plus sécuritaire. Une rupture qui se fait comme ça qu'une rupture qui se fait dans un moment. Donc, il ne faut pas voir ça négativement. Quand une victime choisit de revenir vers le partenaire, il y a de nombreuses motivations possibles, mais de façon générale, toutes les sources, les raisons qu'elles vont avoir pour revenir, c'est généralement lié à la sécurité ou à leur sécurité ou celle de leurs enfants. Sécurité à différents niveaux, autant physique qu'économique, la peur justement de représailles ou de violences plus graves. Et donc, il ne faut pas voir ça négativement. Tu sais, des fois, on entend « Ah oui, ça prend en moyenne 7 fois avant qu'une victime de violence conjugale parte. » C'est souvent vu de façon un peu péjorative, un peu comme si ça prenait 7 fois avant qu'elle comprenne qu'il faut vraiment qu'elle parte. C'est pas ça. C'est que ça prend plusieurs fois pour défaire l'emprise de façon sécuritaire. Il y a encore beaucoup de jugements. Malheureusement. Quand on dit
pourquoi tu es retournée alors qu'il y avait de la violence. Les femmes sentent encore beaucoup de jugement, ça c'est clair. Tout à fait. Oui, en fait, elles assurent leur sécurité. Moi, je pense aux femmes que parfois, lorsqu'il y a une intervention policière, vont vraiment protéger le conjoint. Vont protéger le conjoint. Et là, les policiers, il y a énormément d'incompréhension de se dire, moi, je viens là pour l'aider. Je suis là pour l'aider. Puis elle me saute dessus. Elle va essayer, aussitôt que je me note le conjoint, elle va essayer de vraiment d'empêcher ça. Mais ce qu'elle fait, c'est elle se protège. Elle sauve sa vie. Elle lui démontre que c'est pas son choix. Et finalement, elle assure sa sécurité au mieux. Et pour terminer sur ce sujet-là, Claudine, il y a des outils aussi. Puis il y a des intervenantes qu'on peut consulter particulièrement pour la séparation. Oui, tout à fait. Puis on peut consulter qu'on ait l'intention ou pas de se séparer. Puis ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de victimes qui attendent avant d'aller chercher de l'aide de vouloir se séparer. Mais vouloir se séparer, c'est dur parce que c'est dangereux puis on sent ce danger-là. Donc, moi, j'encouragerais toute personne qui a des doutes sur sa situation, qui n'est pas bien puis qui commence peut-être à envisager ou pas une rupture, à appeler à SOS Violence conjugale. On met les victimes en lien avec des intervenantes à travers le Québec, avec qui, justement, faire le tour de sa situation, puis commencer un peu à placer des pions pour voir qu'est-ce que je veux, moi, vraiment, avec quelqu'un qui est là pour accompagner. Parce que souvent, les victimes se retrouvent comme dans un circuit fermé. La seule personne qui leur donne de l'information sur leur réalité, c'est le partenaire violent. Et c'est pas de la bonne information, souvent, qui est donnée par le partenaire violent. C'est un bon exemple. C'est des femmes, par exemple, qui sont immigrantes, puis que le partenaire leur dit, si tu me laisses, tu vas être déportée dans le pays, même si on a un enfant ensemble ici, mais toi, tu vas être déporté dans ton pays. C'est pas vrai, ça. Ouais. Il y a des moyens d'assurer un statut à une victime, peu importe le statut qu'elle avait, même si elle n'a pas de statut. Mais les partenaires vont mentir. Donc, ce circuit fermé-là fait que les victimes prennent des décisions sur des mauvaises informations. Avoir accès à une intervenante, ça permet d'avoir accès à la bonne information et après ça, de pouvoir prendre les meilleures décisions pour soi-même. Pour aborder le prochain sujet, j'ai envie qu'on écoute tout de suite un extrait de Maryse qui témoigne dans l'épisode 4. La police m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi parce que monsieur avait son adresse à mon domicile. Donc, il ne pouvait pas le sortir, il ne pouvait rien faire. Après ça, je suis retournée voir la police parce que je recevais des textos. J'étais surchargée de textos et la police, encore là, m'a dit « on ne peut rien faire ». 2 fois, j'étais allée voir les policiers, puis ils ne pouvaient rien faire, mais oublions pas qu'on est en 2014. Donc, Maryse n'a pas reçu l'aide espérée des policiers. Elle dit, mais c'était en 2014, donc il y a 10 ans. Amélie, est-ce que l'approche des policiers a changé en matière de violence conjugale dans les dernières années? Parce qu'on en parle plus, est-ce que ça a changé dans l'approche? Absolument. Je crois que dans les dernières années, collectivement, et surtout les acteurs du système judiciaire, on a eu des grandes réflexions sur comment on accueillait ces victimes-là, comment on intervenait auprès des victimes, comment on comprenait la violence conjugale. Et le rôle des policiers, j'ai envie de commencer avec ça, est crucial. Oui, les policiers font partie d'un continuum de services pour les victimes, mais je veux dire, ils ont accès à la victime, à l'auteur de violence, aux enfants, à un moment qui est particulier. Donc, le contexte de leur intervention fait en sorte que ils ont un pouvoir de moduler le futur, de voir les signes, on parlait de signes précurseurs, d'indices, de les voir et d'agir sur la violence conjugale. Et dans l'approche, ce qu'il y a... et en fait, ça vient avec de grandes responsabilités aussi, comme policier. Et ce qui a beaucoup changé dans l'approche, je pense à, entre autres, la compréhension de la violence conjugale. La violence conjugale, ce n'est pas un acte isolé. On a parlé de contrôle coercitif tantôt. C'est un schéma de comportement. On pourrait prendre un exemple. Par exemple, je pense à un exemple où il y a une victime qui était venue voir les policiers en disant « J'ai reçu une carte de Noël de mon ex-conjoint. » C'est une carte qui dit sensiblement « Joyeux Noël, je pense à toi, j'ai hâte qu'on se revoie. » Quand on prend cette carte-là, quand on prend cet exemple-là sorti de son contexte, ça semble à la limite gentil, ça semble bienveillant. Par contre, si je vous dis que cet ex-conjoint-là a été accusé d'harcèlement et de voies de fait sur une autre conjointe, si je vous dis que ce conjoint-là, alors qu'il était encore en relation avec madame s'est réfugiée en maison d'hébergement à plusieurs reprises, puisqu'elle craignait ce conjoint-là. Si je vous dis que ce conjoint-là essaie d'avoir de l'information sur la vie de madame par le biais des enfants, ça vient changer le contexte. Ça vient changer la donne. Dans l'extrait qu'on a entendu de Maryse, est-ce que tu penses que ça pourrait se produire encore aujourd'hui, cette réponse-là?
En fait, ce qu'on demande aux policiers, c'est d'aller voir ce qui se cache sous les comportements qui sont peut-être plus visibles de violence criminelle, ou c'est quoi le contexte de l'événement. Qu'est-ce qui a mené à l'événement pour lequel les policiers se déplacent, mais aussi qu'est-ce qui se passe en général dans leur relation. De quoi elle a peur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent ressortir de ça? Le harcèlement, vous savez, le harcèlement, ce n'est pas obligé d'être quelque chose de répétitif. Les gens le savent pas, mais c'est ce qu'on dit aux policiers aujourd'hui. Un seul acte peut être suffisant pour constituer du harcèlement au sens de la loi. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce genre de geste-là? Par exemple, un conjoint qui serait en détention et qui sortirait dans les prochains jours et qui appellerait la victime en lui disant « Je vais sortir, tu sais pas de quoi je suis capable ». On pense aussi à un conjoint, je pense à un dossier où le conjoint s'était caché dans le grenier de la maison et l'observait depuis plusieurs jours. On pourrait dire, il ne l'a pas agressé, c'est intrusif, mais je veux dire, c'est épouvantable pour une victime de violence conjugale de savoir que son ex-conjoint se cache dans le grenier. Ouais, donc, un seul acte peut constituer de la violence conjugale. Et ce qui a changé aussi au niveau des services policiers, c'est, je dirais, la compréhension des réactions de la victime. Donc, qu'est-ce qu'on met en place avec elle? Comment on crée ce lien de confiance-là? Les victimes vont avoir une panoplie je parlais tantôt les victimes vivent c'est comme si c'est une zone de guerre. Ils vont avoir une panoplie de réactions qui peuvent ne pas faire de sens pour les policiers parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'elle a vécu. Et donc, de comprendre cette réalité-là, de se mettre dans les souliers de la victime peut aider à comprendre ses réactions et peut aider à voir que cette situation-là, elle est très dangereuse. Donc, plus le policier va être capable de créer ce lien-là de confiance avec la personne victime, plus elle peut lui donner des informations qu'elle ne lui aurait pas données autrement qu'avec ce lien de confiance-là, parce qu'elle se sent bien, elle se sent non jugée et elle se sent libre de le faire. Et il y a un élément important aussi où les policiers jouent un rôle très, très important, c'est qu'il y a un grand pourcentage des hommes qui commettent des féminicides qui sont connus déjà des policiers pour d'autres gestes, pour d'autres actes criminels. Absolument. On parle de 78% des féminicides qui ont eu lieu sur une période de 10 ans au Canada qui étaient des situations connues des services policiers. Donc, ce n'est pas des situations qui sortent de nulle part. On en parlait avec Karine tout à l'heure. C'est des situations il y a des indices, il y a des signes. Ça se construit. Le féminicide est un crime de possession. Donc, on les voit, ces indices-là, avant que ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les policiers. C'est quoi ces indices-là? Est-ce que dans cette situation-là, il y en a? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour mettre des filets de sécurité autour des personnes victimes? La réponse policière, si la victime désire s'engager dans le système judiciaire, on va être là. Ce qu'on veut, c'est améliorer les pratiques pour faire en sorte que la victime se sente le mieux possible, le mieux soutenue. Par contre, il n'y a pas que les services policiers aussi comme solution. Il y a les ressources, il y a des déménagements. Des fois, il y a des victimes qui vont partir dans d'autres pays. L'objectif ultime, c'est d'assurer la sécurité. Okay? Et ça peut passer par plusieurs chemins. Et c'est ça qui est important de savoir pour les victimes, c'est que les policiers sont un de ces chemins-là. Évidemment, si elle désire s'impliquer dans les procédures, on sera là, mais qu'il y en a d'autres des chemins. C'est pour ça que c'est important de travailler en collaboration aussi, en partenariat avec les ressources. Parce que Gabrielle le dit bien dans son épisode, à un moment donné, elle dit c'est un gros geste pour elle d'appeler les policiers. Fait que des fois, il y a certaines femmes qui ne seront pas nécessairement à l'aise de faire ce geste-là. C'est important de rappeler, comme tu le dis, qu'il y en a d'autres. Là. Je ne sais pas si, mesdames, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Là? Bien, notamment, nous, on est là, 24/7. Donc, appeler SOS, c'est un des chemins. Mais effectivement, puis des fois, même les policiers peuvent être mis à profit pour accompagner, par exemple, une victime pour sortir de chez elle sans nécessairement porter plainte. Par exemple, on a des nouveaux services par clavardage, par texto. Il y a des femmes qui ne peuvent pas nous appeler. Ils n'en ont pas de téléphone. Le seul téléphone de la maison, il est dans la poche de son chum. Alors, ils vont nous clavarder. Ils vont, des fois, même par le biais de jouets électroniques des enfants, des tablettes, des ordinateurs, qui vont nous écrire. Puis, ça nous est arrivé de proposer d'envoyer les policiers, pas pour porter plainte, mais juste pour sortir en sécurité de la maison et pouvoir, par la suite, appeler pour avoir accès, par exemple, à des services d'hébergement. Les policiers peuvent aussi accompagner les victimes pour récupérer leurs objets personnels importants quand elles sont parties. Donc, ils ont un rôle à jouer, pas seulement au niveau de porter plainte, mais à d'autres niveaux aussi. Puis, c'est des modèles aussi dans notre société, les policiers. Il y a des enfants qui vont nous dire, il y a eu une intervention policière, puis le policier, il croyait sa maman. Ça fait une énorme différence. Surtout, tu sais, beaucoup de policiers sont encore des hommes. Il y a des femmes, évidemment, mais il y a encore beaucoup d'hommes. Puis de voir un homme respecter sa mère,
de voir un homme protéger sa mère, bien, ça lui donne un modèle autrement différent que celui que son père lui donne aussi comme modèle. Les policiers ont effectivement ce rôle-là, puis il y a des victimes qui, effectivement, ne sont pas prêtes à aller vers les services policiers. Mais comment on peut faire autrement? On parlait de SOS violence conjugale, mais il y a aussi des ressources, soit des ressources externes en hébergement, ça peut être aussi de parler à une travailleuse au niveau d'un réseau de la santé, des services sociaux, ça peut être d'autres portes d'entrée qui amènent à raconter la situation, puis aller chercher des partenariats avec d'autres partenaires, puis d'être orienté, d'être référé vers des services qui sont plus précis tout au long du cheminement. Et tranquillement, tu sais, nous, ça arrive qu'on met en place différents services psychosociaux où on a des gens qui voient la situation, qui sont capables de l'analyser et que tranquillement, on va aller vers un réseau policier, mais ça peut prendre des fois 3 mois, 6 mois, ça dépend vraiment de la victime puis de son rythme. Là. J'ai envie qu'on parle justement, Karine, des recours, de ce qui est mis en place comme filet de sécurité autour des femmes quand on identifie des comportements qui laissent croire qu'il peut y avoir un féminicide. Tantôt, on en a nommé plusieurs. C'est vraiment dans le secteur où tu travailles. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour que les gens comprennent bien à partir de certains éléments comment vous mettez en place des mesures? Bien, la première chose, c'est qu'il faut que les situations soient identifiées. Il faut qu'on soit capable de voir que cette famille-là, cette femme-là, a un risque de féminicide qui est présent. Donc, d'homicide, ça peut être de suicide, de blessure grave, mais il faut être capable de l'analyser. Puis pour ça, il faut qu'elle soit entourée. Et la même chose pour l'auteur de violence ou pour les enfants. Donc, il faut qu'il y ait des gens autour de la famille. Et les situations, souvent, qu'on n'est pas capable de voir, c'est des gens qui vont vivre de façon plus solitaire. Puis il y a une des femmes qui dit « on était juste rendus nous deux ». Hein, j'étais coupée de tout contact social et ça, c'est un des défis. Donc, on parlait de SOS. Effectivement, c'est une belle façon. Puis après ça, comment on entoure les gens pour mettre différents filets sociaux? Il y a des étapes au niveau judiciaire. Donc, on parlait de l'étape des policiers, mais ça pourrait être avec le travail des procureurs, avec le CAVAC par la suite. Ça peut être aussi avec la détention ou la probation. Donc, tous ces gens-là sont formés pour analyser le risque, pour voir se dessiner la situation, puis voir les risques qui sont encourus dans cette situation-là. Et souvent, les victimes, quand tu la vis, quand tu es dedans tout le temps, il y a une banalisation parfois de cette violence-là. « Ouais, mais je suis pas battue. Ouais, mais c'est pas si pire. » Et une incapacité à voir les risques réels qu'elle représente. Donc oui, il y a une peur, mais je suis pas capable de la documenter, de l'exprimer. Par exemple, dans le cadre des services policiers, ben, il y a des conditions policières qui sont émises, puis l'auteur de violence va franchir tout de suite ces conditions-là en se rendant chez la victime, par exemple. C'est très fréquent, ça. Et il y a un interdit de contact, mais plus c'est rapide dans le temps, plus dans mon analyse du risque, ça va montrer qu'il y a une intensification, il y a une rapidité, puis il y a un non-respect des limites émises. Donc, il y a des limites qui peuvent être émises par les policiers, mais ça pourrait être aussi au niveau criminel, ça pourrait être suite à l'approbation, etc. Donc, c'est quoi nos conditions de remise en liberté, par exemple? Et si elles sont franchies rapidement, puis il n'y a pas, tu donnais l'exemple de la carte de Noël, il n'y a pas de bris qui sont gentils. C'est un bris, c'est un harcèlement. Ça va aller, il faut en tenir important. Fait que c'est pas, tu sais, la victime pourrait dire « Ouais, mais c'est une carte, c'est pas vraiment grave, puis tout ça. » Mais non, ça montre une insistance, ça montre une obsession. Il faut être capable de se situer dans le temps. Puis souvent, pour les victimes, c'est très difficile parce que d'avoir un portrait de sa propre situation totale, d'être capable de tout nommer, c'est pas évident. Donc, d'avoir une intervenante à l'externe qui est capable de voir aller la situation, qui va s'inquiéter, qui va travailler à la conscientisation du danger, à mettre en place des filets de sécurité autour d'elle avec les partenaires. Parce que si on va aller chercher l'autorisation de communiquer, est-ce que je peux parler, par exemple, à l'agente de probation au dossier pour dire comment monsieur s'active actuellement? Est-ce que tu connais s'il y a des ressources? Oui, il y a telle ressource pour hommes qui est présente. Bien, la ressource pour hommes doit savoir que monsieur est en train de s'activer parce que eux, ça va modifier leur intervention auprès de lui. Puis tous les filets qui peuvent être mis en place autour de l'auteur de violence vont aussi avoir un impact. Donc, il faut vraiment travailler tout azimut pour être capable d'agir sur la prévention des homicides, blessures graves, suicides. Là. Parce que c'est ça que j'allais dire. Il y a plusieurs femmes qui vont avoir de la difficulté à demander de l'aide pour elles-mêmes, mais après, comment on fait?
quand on est témoin de ça, de pouvoir donner un coup de main pour qu'il y ait quand même quelque chose qui soit fait, tu sais. Tout à fait. Puis c'est aussi dans les proches, hein, où on parlait, tu sais, souvent il y a des parents, des proches, des amis qui vont voir la situation. Donc, c'est pas tous des gens qui n'ont pas vu aller. Des fois, les gens se sont inquiétés. Donc, il y a la peur des réseaux aussi. Donc, comment ces réseaux-là peuvent amener l'ami à aller vers des services aussi. Et ça, c'est important, mais c'est vrai que le pas de demander de l'aide, de dire qu'on a besoin d'aide, c'est excessivement difficile. Je veux qu'on écoute Maryse sur un élément qui est très important pour moi puis qui pousse la réflexion. En 2014, on n'utilisait pas vraiment le terme féminicide. Non. Le terme drame passionnel était des fois utilisé. J'imagine que tu as déjà entendu. Oui. Le mot féminicide a été pour moi là, vraiment révélateur de ce que j'avais vécu. Depuis que j'entends les féminicides, je me dis, je dois être en action. Je dois poser des actions pour aider. Parce que plus qu'on en parle, plus qu'on va toucher les gens. Donc, on en parle de plus en plus des féminicides, mais il continue d'y en avoir beaucoup. Donc, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on s'y prend mal pour prévenir les féminicides? Est-ce que les mesures en place, c'est un peu la poudre aux yeux? C'est ça, ma dernière question. J'ai envie de vous entendre sur comment on les prévient, les féminicides. Bien, prévenir les féminicides, avant tout, là, c'est de prévenir la violence conjugale. Hein, parce que les féminicides, c'est la pointe d'un énorme iceberg de violence conjugale en dessous. Donc, on doit changer fondamentalement dans notre société notre façon de concevoir les rapports hommes-femmes qui se reflètent particulièrement dans la relation amoureuse. Là. Donc, on a un travail en profondeur à faire, un examen de conscience collectif, je vous dirais, là, à faire au niveau de c'est quoi les messages qu'on envoie à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre société comme message? On voit dernièrement, ça brasse, il y a des messages plus masculinistes, des messages qui vont amener un peu un message que l'homme devrait avoir un certain droit de pouvoir, un droit de regard sur ce que fait sa partenaire. Donc, ces messages-là, ils subsistent, hein? Puis c'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord et avant tout. Mais ensuite, il faut aussi être capable, quand une victime ouvre la porte, justement, puis elle dit « j'ai besoin d'aide », il faut l'aider. Quand une victime dit qu'elle veut partir de chez elle, il faudrait absolument toujours avoir une place sécuritaire pour elle. Et ça, on le dira jamais assez. Puis notamment, quand on parle de place en maison d'hébergement, on a des statistiques où il y a des années, dont l'année dernière, où quand une victime avait besoin d'hébergement, nous, dans la moitié des demandes, on n'était pas capable de trouver une maison qui avait de la place à distance raisonnable. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer. Il faudrait toujours pouvoir dire oui. C'est un choix de société qu'il faut qu'il soit fait en ce sens-là. Là. Tout à fait. Amélie, j'ai le goût de t'entendre. Comment on prévient les féminicides? Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment important de jamais laisser le meurtre d'une femme, de son enfant, de ses enfants ou des deux devenir un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. On dira, c'est une femme qui meurt par mois au Québec. C'est pas normal. Et c'est des meurtres que l'on peut prévenir. Donc, effectivement, de toujours s'indigner face à ça, d'en parler. De ce qu'on fait aujourd'hui, en parler, c'est extrêmement important. D'informer les gens, de former les intervenants aussi. On parlait des policiers, mais des intervenants du réseau. D'écouter les personnes victimes. De quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce qui leur ferait du bien, comment les protéger, parce qu'elles ont énormément de... C'est elles les expertes, au final, de leur vécu, et on a besoin, nous, comme système, de les écouter. Et quelque chose qui a énormément changé la donne dans les dernières années, c'est vraiment important pour moi de le nommer, c'est la création des équipes spécialisées dans les services de police. Et sur une note personnelle, moi, j'arrive vraiment pas du domaine policier, j'arrive du milieu de l'intervention. Quand j'ai rencontré les personnes qui travaillent avec moi, ça m'a redonné espoir que les choses peuvent changer. Des gens extrêmement humains, extrêmement impliqués dans cette lutte à la violence conjugale-là. Et donc, c'est très, très précieux pour un service de police d'avoir des équipes comme ça. C'est un élément à ne pas négliger. Oui. Karine? Et je pense que le Québec s'est aussi doté de cellules d'action concertée. Donc, il y a des cellules qui sont nées il y a 20 ans, du terrain, donc de gens qui veulent se mettre ensemble, se mobiliser, mettre en place des filets de sécurité autour des victimes, mais ça sous différents intervenants, donc que ce soit les policiers, les intervenantes en maison, les groupes pour hommes, que ce soit les procureurs, la probation, la détention. Donc, toutes ces actions-là, il faut que ça soit discuté, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit concerté. Et tu parlais de la formation des intervenants, mais que tous les intervenants
soient capables de repérer les risques pour la sécurité, qu'ils soient capables d'identifier les situations, puis de les apporter d'abord dans leur milieu, parce que des fois, on peut faire des choses dans notre propre milieu, mais si on a besoin des partenaires, qu'on aille les chercher, il faut briser les silos d'intervention, il faut travailler ensemble, puis dans nos pouvoirs d'action, on est capable de mettre tout ce qu'il faut en place pour éviter qu'un féminicide ou qu'un homicide multiple se produise. Là. Donc, vraiment de veiller à la sécurité des personnes, mais en travaillant de concert. Là. Et ça, c'est très important. Les femmes vont dire « J'ai beaucoup plus confiance que mon conjoint est capable de mettre ses menaces à exécution qu'au système de me protéger. » Il faut changer ça. Il faut changer ça. Claudine Thibodeau, responsable des dossiers liés à la problématique à SOS Violence conjugale. Karine Messier-Newman, qui est directrice générale du Carrefour Sécurité en violence conjugale. Amélie Bois, conseillère experte dans l'équipe de lutte à la violence entre partenaires intimes à la Sûreté du Québec. Merci à vous trois pour cette discussion très importante qui risque de résonner chez plusieurs, chez des femmes, chez des hommes, chez des dirigeants, on l'espère. Je veux prendre aussi un instant pour remercier Sabrina, Gabrielle, Anita et Maryse, qui vraiment, là, avec courage, se sont livrées, ont accepté de raconter sans filtre la nuit où elles ont failli mourir, dans le but d'aider, de sensibiliser, mais de faire changer les choses aussi.